Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Le premier tour des élections présidentielles s'est achevé dimanche soir et mes examens universitaires commencent dimanche prochain, ce qui fait que j'ai juste une petite fenêtre de tir entre deux révisions pour faire une vidéo avant le départ. Mais comme je vais pas avoir le temps de peaufiner le truc, attendez-vous à un montage complètement bâclé. Alors que penser du résultat de ce premier tour? Eh bien sans surprise c'est très décevant, à l'évidence avec Le Pen au second tour et la menace fasciste qui n'a jamais été aussi proche, dans une situation pareille, s'abstenir c'est faire le jeu des extrêmes, il faut se mobiliser et voter Macron massivement pour dire non à la xénophobie. Mais non, je déconne. Bien sûr que je vais pas appeler à voter Macron pour faire barrage au FN, je vais pas non plus appeler à voter FN pour faire barrage à Macron, et non, je vais pas non plus appeler à l'abstention, au vote blanc, à la manifestation, à la révolution, ni à faire des incantations vaudou. Tout simplement parce qu'aucune de ces solutions ne prévaut sur l'autre. Voyez les choses en face, ces élections sont terminées et on a perdu parce qu'on se retrouve avec un remake de Trump versus Clinton, avec pour seule originalité le fait que chez nous c'est Trump qui a le rôle féminin. Donc si vous hésitez encore sur quoi faire au second tour, inutile de vous stresser avec ça, quoi qu'il arrive, on va passer un quinquennat de merde. Vous voulez voter Macron pour barrer la route au FN et éviter la xénophobie et l'hystérie sécuritaire, faites-le. Vous voulez voter FN en espérant briser ce cycle interminable de politiciens larbins du libéralisme mondialisé, faites-le. Vous voulez vous abstenir pour ne pas prendre part au prétendu choix que ça nous laisse et exprimer votre désapprobation du scrutin, faites-le. Vous voulez voter blanc pour montrer que vous vous souciez des enjeux mais refuser les deux candidats, faites-le. Vous voulez faire une manifestation pacifique en manifestant devant les bureaux de vote, bah faites-le, mais préparez-vous aussi à goûter à la répression pacifique. Mais vous inquiétez pas, vous risquez rien, c'est des armes non létales à ce qui paraît. Peut-être que vous voulez faire la révolution dans la rue en croyant que c'est enfin l'occasion du grand soir. Bah faites donc, je suis sûr qu'en 2 semaines vous avez largement le temps d'organiser une milice révolutionnaire, de l'armer et de l'entraîner. Après tout, si on n'arrive pas à convaincre une majorité de voter pour un candidat, la solution passe forcément par les convaincre d'aller risquer leur vie en affrontant nos propres concitoyens lourdement armés et entraînés, sans même être d'accord sur l'aboutissement du combat, puisqu'on n'est déjà pas foutu de s'entendre sur le candidat pour lequel voter. En bref, aucun de ces choix n'est meilleur qu'un autre, absolument aucun, ça sert à rien de vous enflammer à appeler pour une mobilisation massive pour l'un ou l'autre. Le résultat est couru d'avance. Macron va être élu avec une large majorité d'électeurs qui ont peur de l'épouvantail FN, et même si ça arrivait pas et que le FN arrivait à passer avec un effet Trump, eh ben on aura un résultat Trump, c'est-à-dire un Syriza de droite qui va renier toutes ses promesses dans les mois qui suivront son élection. Alors permettez-moi de briser vos illusions une à une. Si vous croyez à un changement par la révolte, vous vivez dans le fantasme, et un fantasme dangereux parce qu'il conduira forcément à des morts violentes sans même garantir une réelle solution à l'arrivée. Si vous votez blanc, vous manifestez votre refus des deux candidats, mais le vote blanc n'étant pas reconnu, ça sera ignoré et ça fera en prime monter la participation. Donc vous ne changerez rien à l'issue du scrutin, et même vous le légitimerez. Si vous vous abstenez, vous faites baisser la participation, donc la légitimité des élus. Mais là aussi, même si 99% de l'électorat s'abstenait, le résultat ce serait que le président serait élu par seulement 1% de l'électorat. Et on vous dira, si vous n'êtes pas content, pourquoi vous n'êtes pas allé voter pour le faire savoir? Hein, pourquoi? En gros, vous serez considérés non pas comme des contestataires, mais comme des apolitiques, au même titre que ceux qui ne votent pas par simple paresse ou par absence d'opinion. Vous compterez pas, tout simplement. Si vous votez Macron, vous faites barrage à la xénophobie et vous refusez une division entre les Français dits de souche et les Français dits immigrés, qui potentiellement pourrait conduire à un climat de guerre civile. C'est bien, mais vous avez vu ce que vous soutenez en contrepartie? La mise en esclavage pure et simple des travailleurs français avec la précarisation et l'ubérisation de tous les secteurs d'activité les plus vitaux. Le tout dans un cynisme vomissable qui soutient que dans une société où le chômage structurel atteint 10%, si t'as pas un costard, c'est tout simplement que t'as pas travaillé pour l'obtenir. Ou encore qui prétend qu'avoir été étudiant avec un revenu de 1 000 € par mois, c'est avoir connu la précarité, alors que la majorité des étudiants survivent avec un budget mensuel inférieur à 500 €. En votant Macron, vous dites non à la haine ethnique, c'est vrai, mais vous applaudissez la haine de classe. Or la première, on sait l'identifier et s'y opposer, la seconde, elle est sournoise, méconnue, et elle trouvera aucune résistance sur son chemin pour se normaliser. Donc loin de faire barrage aux extrêmes, vous ne faites que substituer un extrême à un autre. Alors peut-être que pas mal d'entre vous croient réellement que voter Le Pen est une alternative à la dérive mondialiste, que le FN n'aura de toute façon pas les moyens de faire passer ces mesures xénophobes au Parlement ou par référendum, puisque comme je viens de le dire, la haine raciale, on sait l'identifier, alors toutes ces mesures-là provoqueront une levée de bouclier, donc elles seraient finalement inoffensives. Qu'en revanche, voter FN, ce serait faire un gros droit d'honneur à l'oligarchie et son petit caniche Macron pour exprimer clairement notre rejet de cette politique européiste qu'on nous enfonce dans la gorge depuis des décennies. Ouais, super, sauf que j'attire votre attention sur un détail, le FN n'est pas un parti anti-européiste. C'est un parti qui compte pas moins de 24 eurodéputés et qui a toujours fait fortune en tenant pour discours que si jamais ils sont élus, oulala, ils vont mordre la main qui les nourrit, vous pouvez compter sur eux. Le FN n'a jamais fait rien d'autre que tourner autour du pot autour de la question européenne. Son rôle, c'est ni plus ni moins que de jouer l'épouvantail électoral tout en se maintenant à un suffrage assez élevé pour profiter des postes confortables et bien rémunérés que ça leur permet d'obtenir en cumulant des postes de responsables de parti, de députés européens et d'élus à tel ou tel endroit.
Mais alors vous pensez peut-être que faire élire le FN, ça pourrait être une bonne stratégie, que ça détruirait à la fois En Marche en lui infligeant une défaite cuisante, et le FN en montrant son incapacité totale à gouverner le pays. Peut-être que vous avez raison, mais vous oubliez un détail important, puisqu'on est d'accord dans ce cas que le FN ne veut pas vraiment sortir de l'Europe. Que se passerait-il si le FN passait un mandat entier à proposer des mesures xénophobes et à détruire le modèle social français, puis quand viendrait son fameux référendum sur la sortie de l'UE, il soit bardé de mesures ridiculement xénophobes, par exemple que la question serait posée sous la forme « Voulez-vous sortir de l'UE, fermer toutes les frontières et expulser tous les immigrés ?» Surtout si entre-temps la popularité de Marine Le Pen est tombée dans le caniveau à force de mesures à la fois impopulaires et systématiquement bloquées par l'Assemblée, et qu'elle propose de démissionner si on choisit de rester dans l'UE. Évidemment que du coup, les Français vont voter très largement pour rester dans l'Europe afin, d'une part, de refuser le bundle xénophobe qui sera proposé avec la sortie, et d'autre part, de saisir l'occasion pour dégager Le Pen de l'Élysée. Certes, le FN pourrait ne jamais s'en remettre, mais c'est surtout l'Union Européenne qui en sortira grande gagnante. Les élections suivantes feront élire un candidat modéré avec une très large majorité, mais pire que tout, les Français auront enfin eu droit à leur référendum sur l'UE qu'on demande depuis des lustres, et ils auront choisi d'y rester. Ça, ce sera définitif. Tous les partis dits eurosceptiques seront discrédités, parce que l'électorat aurait définitivement associé l'idée de sortir de l'UE avec une idée extrémiste et xénophobe, et pendant des décennies, la question sur l'appartenance de l'UE sera écartée du débat puisqu'on aura eu un référendum, qu'on aura dit non, et qu'on nous dira qu'on aura bien vu que c'est une proposition totalement inacceptable. Les politiciens pourront alors se prévaloir de respecter la volonté souveraine du peuple français tout en allant à fond dans le sens de l'Europe. Alors faites ce que vous voulez pour le second tour, mais n'ayez surtout pas la naïveté de croire que ça changera quoi que ce soit. Aucun des choix que vous pourrez faire n'est meilleur que l'autre, tous se valent de manière identique et ils ne valent rien. La France a déjà perdu les élections, alors acceptez-le, lubrifiez-vous et admirez le spectacle du karma à l'œuvre durant ce prochain quinquennat. Parce que le pire dans tout ça, c'est que l'électorat de Macron est essentiellement constitué de cadres, de professions libérales et de revenus moyens, c'est-à-dire les proies principales de son programme, qu'ils n'ont pas lu d'ailleurs. Et une fois ibérisés, ils vont se demander où sont passés leur temps libre et leur pouvoir d'achat, eux qui s'attendaient à une politique jeune et dynamique qui annonçait le printemps. Tandis que du côté du FN, les électeurs sont largement issus des classes basses, en bonne partie même issus de l'immigration. Et une fois qu'on leur aura supprimé tout leur assistanat, entre guillemets, ils vont se demander comment ils sont passés du leader price au reste du cœur, alors qu'ils avaient voté pour ceux dont Soral leur a dit qu'ils étaient les millionnaires du prolétariat. Quoi qu'on fasse, ça va être un beau merdier, du coup la question c'est pas quel est le bon choix pour le second tour, mais bien comment éviter à l'avenir de refaire les erreurs du premier tour. Alors comment on en est arrivé à cette situation-là? Tout simplement grâce à cet outil de manipulation extraordinaire qu'on appelle le vote utile. Parce qu'on sait tous que le résultat électoral dans les urnes ne reflète pas la conviction des électeurs. C'est pour une très bonne part un choix de dernière minute, influencé par les sondages ou la visibilité médiatique. C'est d'ailleurs démontré par un sondage Via Voice demandé par Libération, selon lequel un quart des électeurs a voté sans conviction et même près de la moitié concernant Macron. Ça veut dire que si on supprime les électeurs utiles de l'équation, et qu'on suppose qu'ils se seraient absolus, puisqu'on ne peut pas deviner pour qui ils auraient voté autrement, on passe au résultat suivant. Macron passe de 21,01% à 13,93%, Le Pen passe de 21,30% à 13,25%, Fillon passe de 20,01% à 15,81%, Mélenchon passe de 19,58% à 16,45%, et Hamon passe de 6,36% à 4,96%. Déjà, on remarque que ça change d'issue du second tour, puisque par ordre de suffrage, on trouve cette fois Le Pen, Mélenchon, Fillon, Macron et Hamon. Donc ça veut dire qu'on aura un second tour Le Pen-Mélenchon à la place d'un second tour Macron-Le Pen. Mais surtout, ça augmente considérablement le suffrage des autres candidats qui, du coup, auraient pu réussir à se faire entendre dans le débat à venir. Soit parce qu'en s'abstenant, ces électeurs utiles auraient donné plus de poids à chaque vote obtenu par ces candidats, soit parce qu'au lieu de voter futilement pour l'un des candidats qui ne les avait pas convaincus, ils auraient voté pour l'un des candidats alternatifs. Résultat, on se retrouverait avec un second tour qui certes n'aurait pas été bien meilleur aux yeux de certains, mais qui au moins représenterait les convictions des électeurs, et surtout, on aurait des candidats alternatifs bien plus en mesure de soutenir une opposition au gouvernement élu, donc de faire la différence. Du coup, il faut clairement distinguer deux types d'électeurs. Si vous avez voté par conviction parce que vous pensez que le parti pour lequel vous avez voté correspond à vos attentes et défend vos intérêts, alors peu importe pour qui vous avez voté, j'ai absolument rien à vous reprocher. Tout ce que je peux trouver à redire, c'est que je suis éventuellement pas d'accord avec votre choix, mais c'est précisément l'enjeu de la politique que de parvenir à vous en convaincre. Par contre, si vous avez voté utile parce que vous vous êtes dit que tel ou tel candidat vous représentait mieux mais qui n'avait aucune chance d'être élu, donc que vous alliez plutôt voter pour l'un de ceux que les sondages donnaient gagnants, alors collez-vous une bonne grosse baffe dans la gueule. Allez-y, faites-le, vous savez que vous le méritez. Parce qu'en faisant choix de voter utilement, vous avez renoncé à défendre vos propres intérêts et vous êtes résigné à laisser les médias vous dicter votre choix. Contemplez le résultat.
Non seulement on se retrouve avec un second tour Macron-Le Pen qui fait que Macron va certainement être élu et que même si à la surprise générale Le Pen parvenait à passer, ça arrangerait absolument rien, mais surtout à cause de ce choix, le seul parti qui tenait un discours véritablement différent et qui méritait de se distinguer se retrouve avec seulement 0,92% des voix. Alors que tous ceux qui connaissaient l'UPR pour ce qu'elle est vraiment savent pertinemment que ce parti méritait de faire bien plus que ça. Et ce score, il y a deux choses à en dire. Premièrement, malgré la déception, 0,92% c'est quand même loin d'être un échec. Non seulement l'UPR a presque doublé son nombre d'électeurs depuis les régionales. Si le nombre de voix exprimées est à peine supérieur, c'est avant tout parce que la participation était beaucoup plus élevée, donc une voix pesait beaucoup moins sur le suffrage. Donc il y a bien eu une progression très nette. Mais surtout, le seul fait d'obtenir ce résultat est déjà une belle victoire. Il y a seulement 2 mois, l'UPR était blacklisté des grands médias et ignoré d'une grande partie de l'électorat. À présent, les médias ne peuvent plus nier qu'ils connaissent notre existence, et un nombre conséquent d'électeurs ont pu découvrir l'UPR durant la campagne électorale, ce qui fait que le parti est à présent fermement enraciné dans le paysage politique. Certes, on a été nombreux, moi le premier, à s'enflammer un peu sur la progression attendue du score, parce qu'après avoir enfin brisé le mur de la censure médiatique, on espérait que le score décolle. Et la réalité des choses nous rattrape assez violemment, il faut quand même plus que quelques semaines de médiatisation à 0,1% du temps d'antenne pour convaincre un électorat massif d'une proposition aussi originale que celle de l'UPR. Mais on est tout de même parvenu à imposer dans le débat la question centrale, l'appartenance de la France à l'Union européenne. Question qui jusqu'à présent avait fait l'objet d'une espèce de tabou absolu dans l'intégralité du paysage politique, qui s'égayait tout le temps à nous proposer des solutions aux symptômes, tout en se gardant soigneusement d'identifier la maladie. Le principe d'une union économique normalisante entre plusieurs États aux intérêts divergents. On a pu poser sur la table que la question était non pas de critiquer cette Europe-là, sous-entendu que sous une autre forme elle pourrait être une bonne idée comme l'ont unanimement soutenu des partis du eurosceptiques, mais qu'il s'agit bien de dénoncer l'appartenance de la France au principe même d'une union qui implique de déléguer ses choix politiques à une institution externe. Institution qui aurait pour vocation de définir une politique unique, prétendument universelle, à 28 pays qui ont en réalité chacun besoin d'une politique adaptée à leur propre culture, à leurs propres pratiques et à leur propre économie. Deuxièmement, je suis absolument certain qu'en dehors de ces 330 000 électeurs qui ont voté pour Asselineau, on en trouve au minimum autant d'électeurs qui connaissaient l'UPR, qui comprenaient les enjeux et qui ne doutaient pas que c'était un parti qui méritait d'être soutenu, mais qui, arrivés devant l'urne, se sont laissés intimider par les sondages et qui se sont dit que de toute façon ils feraient pas 1%, donc il fallait mieux voter utile. Résultat, l'UPR a fait moins de 1% et vous avez tout simplement contribué à donner raison aux sondages. Est-ce que vous réalisez que si l'UPR avait fait seulement 2%, certes ça aurait pas changé l'issue du second tour, par contre ça aurait radicalement changé la teneur du débat durant tout le quinquennat à venir. À cause de ces 0,92%, la tâche va être bien plus difficile qu'elle n'aurait pu l'être. Et ça, bien plus que de devoir se taper un mandat de Macron ou de Le Pen, c'est ce qui va être le plus douloureux dans les 5 ans à venir. Vous l'aurez compris en ce qui me concerne, l'élection présidentielle s'est terminée avec ce premier tour. Pour ce qui est de mon choix, c'est pas compliqué, ça n'en est pas un, je serai en déplacement pour mes examens lors du second tour. Vu que ça vaut absolument pas la peine de faire l'effort de trouver une procuration, puisque comme je l'ai dit, aucun choix ne prévaut sur un autre, et bah ce serait abstention, et ne venez pas me faire le coup de s'abstenir c'est voter pour les extrêmes dans les commentaires. Entre un extrémiste mondialiste qui promeut la haine de classe et une extrémiste xénophobe qui promeut la haine ethnique, si vous votez pour Macron, vous votez pour la haine tout autant que si vous faites un autre choix. Donc acceptez-le, l'élection présidentielle est déjà terminée et la France l'a perdue. En revanche, la lutte politique, elle, est loin d'être terminée et on peut encore sauver les meubles. Le 11 et 18 juin prochain vont se tenir les élections législatives. Et là, il est indispensable de bien comprendre les enjeux pour ne pas refaire la même erreur que lors de ces élections présidentielles. Gardez bien en tête que quelle que soit l'issue de la majorité, ça ne fera quasiment aucune différence sur le quinquennat à venir. Si vous donnez votre voix à un candidat en tête des sondages, vous n'obtiendrez absolument rien de concret sur la politique qui sera menée lors du prochain quinquennat. La différence sera négligeable, comme à chaque fois. En revanche, les élections législatives, c'est ce qui va déterminer la part accordée de financement aux partis politiques, et donc leur donner les moyens financiers de faire entendre leur voix dans le débat durant les 5 années à venir. Concrètement, un parti qui obtiendra 1% de suffrage dans seulement 50 circonscriptions aura accès à un financement annuel pendant 5 ans. Si ce seuil est atteint, chaque voix obtenue, et j'insiste bien, chaque voix individuelle, accordera 1,68 € par an au parti en question pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'en votant pour un parti, vous lui donnerez les moyens de se faire entendre et de se développer. Et chaque voix va compter. Une différence de seulement 10 000 voix, ça représentera pas moins de 16 800 € par an. Ça suffira à payer le salaire d'un employé à plein temps plutôt que de confier une tâche à un bénévole qui devra l'accomplir de son mieux à côté d'un emploi salarié. Il y aura 2 critères, et seulement 2 qui seront pertinents pour faire votre choix lors de ces élections-là, donc seulement 2 questions à vous poser.
Est-ce que le parti pour lequel je vais voter est réellement le plus proche de mes intérêts? Et est-ce que le parti pour lequel je vais voter est celui qui mérite le plus de bénéficier de ce financement? Voter utile aux législatives, ce serait la pire erreur que vous pourriez faire. Non seulement vous n'obtiendrez rien sur le plan politique, ça ne fera aucune différence majeure sur la politique qui sera menée, mais surtout vous filerez de l'argent à un parti qui n'en a pas besoin et avec lequel vous ne serez pas d'accord, tout en privant les autres partis qui, eux, ont cruellement besoin d'accéder à ces financements. S'il y a bien une élection à laquelle il ne faut surtout pas tomber dans le piège du vote utile, c'est bien celle-là. Alors peu importe votre bord politique, votez impérativement par conviction et non pas par stratégie. Mais surtout, privilégiez les petits partis, car c'est eux qui en ont le plus besoin. À moins que vous soyez sincèrement convaincu que l'EPS En Marche ou les Républicains défendent vos intérêts, auquel cas arrêtez de prendre de la drogue tout de suite. Ne votez surtout pas pour l'un d'eux parce que vous allez financer un parti que vous ne soutenez pas. Ne laissez pas passer cette seconde occasion de faire la différence dans le paysage politique français. Vous le savez, en ce qui me concerne, je voterai UPR, et je vous incite à en faire autant parce que peu importe vos affinités politiques, je suis convaincu qu'on a tous à gagner à ce que ce parti ait au maximum les moyens de se développer et de faire entendre ses propositions. Compte tenu des résultats obtenus au présidentiel, il fait peu de doute que l'UPR atteindra sans trop de difficulté le seuil minimal pour accéder au financement. Et ça va déjà faire une très grosse différence sur les moyens d'action. Mais c'est pas une garantie non plus. Si les électeurs et sympathisants UPR redoublent dans cette absurdité de vote utile et que l'UPR n'atteint pas ce seuil, ça va être vraiment très difficile de faire avancer le fond du débat dans ce cas-là, et j'ai bien peur qu'on soit condamné à voir la France sombrer définitivement dans ce néant politique qui réduit les enjeux électoraux à des slogans décisifs comme Pensée Printemps. Donc mobilisez-vous, si vous avez voté UPR au premier tour, ne vous laissez surtout pas décourager par le score obtenu lorsque vous voterez aux législatives. Et si vous n'avez pas voté UPR alors que vous trouviez que ce parti avait du mérite, alors ne ratez pas l'occasion de vous rattraper en lui donnant les moyens de poursuivre son combat. Si l'UPR obtient ne serait-ce que 2% des suffrages aux législatives, ça représentera un budget annuel autour d'1 million d'euros par an. C'est-à-dire l'équivalent de son budget de campagne présidentielle tous les ans pendant 5 ans. Je ne sais pas si vous visualisez la différence que ça fera sur ses moyens. Ça permettra d'organiser des congrès, des événements, d'employer des gens, de financer des outils de communication. Ça peut suffire à influencer fortement la teneur du débat politique en France durant tout le quinquennat à venir. Alors je vais lancer 2 appels en conclusion de cette vidéo. Le premier s'adresse aux militants et sympathisants de l'UPR. Partagez cette vidéo le plus possible. Je rappelle qu'elle est sous licence libre, donc c'est pas une question de faire des vues. Vous pouvez la republier sur votre propre compte, ou même en refaire une vous-même sur le même thème. Ce qui importe, c'est de diffuser ce message de mobilisation à voter UPR aux législatives en plus grand nombre possible. Chaque voix va compter de manière très littérale, puisqu'elle va compter à hauteur exacte de 1,68 € par an pendant 5 ans. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à voter UPR aux législatives afin de permettre à l'UPR de mener son combat avec des armes au moins un peu plus égales qu'à présent. Le second s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux vidéastes ou à toute personne qui a de la visibilité ou de l'influence, y compris aux célébrités. Peu importe votre orientation politique, y compris si je suis en désaccord complet avec vous. Mobilisez-vous pour diffuser l'importance de voter aux législatives, mais surtout d'y voter par conviction et pour ceux qui en ont le plus besoin. Il est vital que les électeurs soient informés sur l'enjeu. Autrement, on va à nouveau se retrouver avec un vote utile massif en faveur des grands partis, qui vont encore rafler 95% du budget de financement aux partis politiques. Le débat politique a un besoin vital de diversité. Je préférais de très loin que, par exemple, 30% du budget alloué à la vie politique soit réparti entre 10 partis, parmi lesquels il y en aurait 9 avec lesquels je suis absolument pas d'accord sur quoi que ce soit, plutôt que, comme d'habitude, on ait une immense majorité du budget qui soit partagé entre seulement 3, 4 ou 5 partis qui ne proposent quasiment que du vide, pendant que tous les autres sont étouffés et n'ont jamais accès au débat parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des événements qui pourraient attirer l'attention. Je m'arrête là pour cette vidéo réalisée un peu sur le pouce entre mes révisions et mes examens. En passant, un grand merci aux 330 000 électeurs qui ont voté UPR et sont restés fidèles à leurs convictions malgré l'influence des sondages et des médias. Merci également aux 3000 abonnés qu'on vient d'atteindre sur la chaîne et qui n'arrêtent pas de me témoigner un soutien qui est tout simplement hors du commun. Sur ma dernière vidéo par exemple, j'ai eu 470 pouces bleus pour à peine 3 pouces rouges, dont un qui a été laissé par Julien pour me troller d'ailleurs, ce bâtard. C'est complètement dingue que sur une vidéo aussi politisée que celle-là, j'obtienne une quasi-unanimité d'approbation, et ça me motive vraiment à continuer de faire ce que je fais, de voir à quel point c'est apprécié. Donc un gros merci à vous tous, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de vidéastes qui ont la chance d'avoir un public aussi enthousiaste que ça, et ça fait vraiment plaisir de se sentir aussi soutenu. Et surtout un gros merci à tous les tipeurs, parce que ce mois-ci le Tipeee a atteint la somme de 366 €, et là je dois dire que ça me sauve littéralement la mise.
Parce qu'on arrive en été, et en été je n'ai aucun autre revenu que Tipeee pour vivre parce que je ne touche pas ma bourse d'été en juillet et en août. Comme il s'est trouvé que cette année j'ai eu une série de coups de poisse et de dépenses imprévues, essentiellement liées à des aléas de santé successifs, cette année j'arrivais sur cette période-là avec absolument aucune réserve et honnêtement j'avais pas la moindre idée de comment j'allais faire. Là, 366 €, ça fait la différence entre devoir me serrer la ceinture pendant 2 mois et devoir carrément arrêter de manger pendant 2 mois. Donc ça change vraiment la donne dans ma situation. Après, je rappelle quand même que sur ces 366 €, il y a environ 240 € de type unique, ce qui veut dire que contrairement à l'intitulé qu'on voit sur la page, c'est pas 366 € par mois. C'est 366 € ce mois-ci, dont environ 126 € par mois. Alors si vous voulez m'aider à manger autre chose que des pâtes cet été, n'hésitez pas à me filer un coup de pouce, même 1 € par mois, si vous êtes 50 à le faire, ça fait déjà une très belle différence. Il n'y a pas de type inutile, chaque euro me fait super plaisir, et ça me permet de me consacrer à mes études et à ma chaîne, plutôt qu'à des solutions d'urgence pour payer des factures. Donc vraiment, je fais un gros poutou à tous les tipeurs. Grâce à vous, j'ai déjà la chance de pouvoir passer l'été sans me retrouver totalement surendetté à la rentrée en septembre, et plus vous serez nombreux à me soutenir sur Tipeee, plus ça m'évitera de galérer au quotidien. Mais j'oublie pas non plus tous ceux qui soutiennent la chaîne autrement parce qu'ils n'ont pas les moyens de me soutenir financièrement, c'est-à-dire en laissant des pouces bleus, en partageant, en commentant, etc., etc. C'est des contributions qui valent tout autant que les soutiens Tipeee parce que, tout simplement, si personne faisait ça, eh ben, la chaîne se développerait pas. De mon côté, je vais être indisponible 2 semaines pour cause d'examen, donc n'hésitez pas à faire du vaudou pour m'aider à valider le semestre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.